Les grandes villes et la vie de l'esprit de Georges Simmel. L'ouvrage est séparé en 3 parties. La préface de Philippe Simet, suivie de 2 textes de Simmel, Les grandes villes et la vie de l'esprit et Sociologie des sens. La longue préface aborde la question de l'influence de la métropole sur la psychologie. Philippe Simet nous introduit tranquillement dans le travail de Simmel en abordant l'expérience traumatique que suscite la métropole moderne. Cette dépersonnalisation conduit notre auteur à lier la métropole au temps. Sa petite histoire sur les horloges de Berlin, page 47, suffit à matérialiser la ponctualité et la fiabilité que requiert un tel organisme. Effectivement, la synchronisation est le facteur d'homogénéisation nécessaire à son harmonisation. La ville fiabilise la ponctualité pour que toutes les énergies soient mises de concert. Cette organisation n'est donc plus celle liée au soleil, mais bel et bien à celle artificielle de la vie économique. Ce style de vie, affairé et distrait, sujet à l'économie monétaire, forme en quelque sorte la matrice aliénatoire de l'être. Cette décoloration, page 51, nous dit Simmel, en marxisant ses propos, entraîne irrémédiablement une dévaluation du prix naturel des choses. L'homme des villes n'est plus lié au temps universel, au temps solaire, mais au temps économique du profit. Ainsi se forment les sphères communautaires en fonction des intérêts communs, non plus des intérêts objectifs, mais des intérêts personnels formés par les frontières de sa propre communauté. Ces unités constituées qui forment la grande foule des cités n'ont d'horizon que les espaces qui les séparent des autres individus. Leur est offert là l'occasion de s'admirer dans le regard des autres et la conscience d'occuper une place. Page 66. Cette même place peut être représentée de la manière la plus séduisante, tant la brièveté et la rareté des rencontres ne permettent pas de juger correctement de l'image véhiculée. On parlerait aujourd'hui de ce moi mondialisé qui sévit dans la grande communauté numérique. Dans un article du Monde daté du 28 juillet 2017, voici l'article et voici l'auteur. Clotilde Le Guil parle d'hypertrophie du moi, qui va jusqu'à scénariser sa vie sur la toile. Ainsi, la montée en puissance de l'angoisse, nous dit la psychanalyste, est liée à cette recherche d'une réponse existentielle dans cet autre angoissé de ne pas assez exister virtuellement. Ce narcissisme de masse est donc quotidiennement alimenté par les angoisses de chacun qui, pour trouver un semblant de paix, font en sorte, ensemble, que le scandale arrive. Cette notion évangélique et gérardienne a trouvé, au XXIe siècle, un moyen de propagation universelle. Cette promotion et cette contagion du scandale sur la toile est devenue une expression très à la mode dont les promoteurs deviennent des acteurs majeurs du web. Faire le buzz est donc un moyen d'être entendu. C'est donc l'ère du moi mondialisé, du moi désincarné, du moi idéalisé, qui s'admire lui-même et qui, gros de lui-même, régresse tandis que les connaissances objectives croissent. Page 67. Simmel parle d'un affaissement généralisé de la culture individuelle. L'individu ne peut, pour ainsi dire, page 68, faire face à un accroissement des connaissances dans tous les domaines. Il abandonne donc au numérique et à ses capacités infinies de stockage ses propres possibilités d'emmagasiner. L'individu est donc littéralement porté et n'a pas besoin de faire des mouvements pour nager. Page 68. Ces rapports quantitatifs de culture citadine non seulement occupent tout son temps, mais ils amenuisent sa culture individuelle des choses essentielles. L'individu est libéré des liens historiques par le développement des nouveaux supports éphémères de la consommation dont les modèles s'érigent dans les villes sous forme de centres de confort et de bien-être. Ces centres stimulent en réalité la rencontre physique des corps. Dans la sociologie des sens, Georges Simmel décortique l'interaction sensorielle en commençant par le regard. La politique de l'autruche est véritablement l'expression la plus courante chez l'individu. Le regard intrusif des autres peut être une gêne à l'heure où le regard de l'autre a pris une importance capitale, notamment à cause de la valeur de soi que l'on conditionne au regard de l'autre. C'est pourquoi l'aveugle, nous dit Simmel, est plus souvent paisible et calme qu'un voyant. Page 89. Quant à la surdité, elle nous condamne à échapper plus fortement au réel. Elle nous coupe considérablement des autres par l'impossibilité de comprendre les expressions et les variations des expressions formulées par ces autres. L'oreille est l'organe égoïste et le plus immobile, page 94, et est condamné à prendre et à ne jamais donner. Paradoxalement, c'est l'organe qui ne peut posséder. L'audible ne garantit aucune propriété privée, page 94. On peut écouter un morceau de musique plusieurs heures de suite, contrairement à un film. En effet, l'audible, qui, sitôt apparu, a déjà disparu, page 94. Quant à l'odorat, beaucoup plus discriminant en raison de l'insurmontabilité de certaines odeurs,
affecte immédiatement la raison. Cette insurmontabilité ne peut être surmontée qu'à mesure que s'améliore la civilisation. L'acuité des sens s'avère plus faible avec une culture plus élevée. Page 103. L'odorat est donc capable d'influencer les rapports sociaux. Il a cette faculté de nous faire percevoir l'intimité de l'autre en désagrément ou en joie. Sentir l'autre, c'est en quelque sorte le déterminer sans le connaître. L'odorat joue alors le rôle de juge-arbitre.